C'est bizarre. Quoi donc? Hier soir, je regardais par la fenêtre et j'ai vu quelque chose dans le ciel, mais impossible de me souvenir de quoi. Oui, t'as sans doute dû recevoir un coup de neurolaser. J'ai reçu un coup de... Ok, ne bouge pas, je vais te parler de l'une des organisations les plus secrètes de notre monde. Générique. Salut à tous, est-ce que vous connaissez Men in Black? Men in Black, c'est un peu une anomalie dans le monde des comics, à savoir que tout le monde en a entendu parler, notamment à cause de... Mais qui est apparu aussi vite qu'il n'est reparti, puisqu'on peut compter à la base une mini-série de 3 comics, publiée chez Hercel, et je suis sûr que ce nom ne vous dit rien. Le créateur de tout ça, c'est Lowell Cunningham, fils de fermier qui se passionne pour les séries télévisées, et principalement celles de science-fiction et d'espionnage, ce qui se retrouvera dans son œuvre finale. En dehors de ça, il se passionne aussi pour les romans, dont ceux du héros pulp Doc Savage, qui lui inspirera L'Homme au fouet. Il était fort, très fort. Alors, il est passionné de tout ça, mais ce n'est pas pour autant qu'il espère en vivre. En effet, s'il crée les personnages et son comics phare des Hommes en Noir alors qu'il est toujours à l'école, une fois ses études terminées, il travaillera durant 3 ans dans une bibliothèque, passant ses journées à ranger des livres. Un boulot qu'il ne regrettera pas, si ce n'est les horaires. Son comics, il va être illustré par Sandy Carruthers. Né au Canada, Sandy tire sa passion pour les comics depuis qu'il a vu Batman à la télé. Et à l'époque, le gars est un jeune prodige. Et je déconne même pas, à l'âge de 4 ans, il était capable de reproduire un agrandissement du dessin d'un timbre. Et plus tard, il touchera un peu à tout dans le milieu de la bande dessinée, en faisant notamment des caricatures pour le Charlestown Guardian, des romans graphiques pour Graphic Universe, et donc, bien entendu, Men in Black pour Malibu Comics. Je me permets de t'interrompre, mais au début de la vidéo, tu as parlé de Hercel Comics, pas Malibu machin. C'est parce que l'histoire d'Hercel Comics, elle est un peu compliquée, et même si c'est chez eux que Cunningham a envoyé son projet, c'est pas eux qui l'ont publié. Ça n'a pas de sens, je sais. Ils sont fondés en 1985 par Barry Blair et publient des comics tels que Samurai, Dragon Ring ou encore Elflord. La particularité de cette maison d'édition, c'est que ces titres ont un style inspiré des mangas, Barry ayant voyagé durant son enfance, à peu près dans toute l'Asie. Alors, sans aucun ordre précis, il a fait Taïwan, Hong Kong, Thaïlande, Birmanie, Cambodge, Vietnam. C'est con, le seul pays où il n'est pas allé, c'est celui du manga justement. Et lorsque la société d'isolation pour laquelle il travaille une fois rentré au Canada fait faillite, Barry en petit filou arrive à persuader son patron de renommer la boîte en Hercel Comics et de devenir éditeur. Mais le patron, il s'y connaît en édition? Absolument pas. Mais c'est là que Barry est un filou, puisqu'il se propose gentiment au poste de directeur éditorial. Ce type est un génie. Et c'est donc à ce moment que Lowell voit son comics être édité et le succès est mitigé, le forçant à prendre un autre emploi, ce coup-ci comme agent de sécurité dans une usine. Ça ne marche pas non plus des masses pour Hercel Comics qui va se faire racheter entre-temps par Malibu Comics. En réalité, il fusionne avec Eternity Comics qui lui va se faire racheter par Malibu Comics. Et malgré un second run des Hommes en Noir, ce coup-ci en 4 volumes, on pourrait bien croire que les Men in Black vont être définitivement rangés au placard. Sauf qu'entre-temps, la Columbia a obtenu les droits pour adapter le comics au cinéma. Et par adapter, comprenez, reprendre vaguement le concept. Même si les droits ont été acquis en 1992, il faudra attendre quelques années avant de voir le projet aboutir. Tout ça parce qu'il leur manque un réalisateur, celui qui les intéresse étant occupé avec son Get Shorty. Ça, c'est bon. C'est donc reparti pour la valse des réalisateurs, avec Les Mayfield, John Landis ou même Quentin Tarantino qui vont tous décliner. Au final, il faudra attendre l'arrivée de Barry Sonnenfeld qui en a fini avec Get Shorty. Comme quoi, tout vient à point à qui sait se détendre. Et en 1997 sort enfin Men in Black, et le film est un succès, transformant une licence méconnue en véritable phénomène. Le film bat plusieurs records, notamment le meilleur week-end d'ouverture durant le 4 juillet et le meilleur week-end d'ouverture du mois de juillet. 2 records détenus par Independence Day et qui ne seront dépassés que par X-Men et Men in Black 2. Il sera au sommet du box-office pendant 3 semaines avant d'être dépassé par Air Force One et il offrira à Sony son plus gros succès jusqu'à la sortie de Spider-Man 5 ans plus tard.
C'est un criminel, voilà qui c'est. Et à partir de là, la machine est lancée. Des suites, une série animée, des jeux vidéo, des jouets, des jeux de rôle, des raps, des attractions dans le studio Universal. Bref, Men in Black, on en bouffe à toutes les sauces, sauf, paradoxalement, dans les comics. En effet, à part 3 autres histoires, dont une adaptant le film, sorti la même année que ce dernier, les Hommes Noirs ont définitivement tiré leur révérence des pages de bande dessinée. Malibu Comics s'étant eux-mêmes fait racheter par Marvel Comics. C'est vrai. Et Lowell dans tout ça, il est devenu quoi? Rien que pour le film, il a reçu un chèque à 6 chiffres qui lui a permis, selon ses dires, de vivre durant les 5 années suivantes. Après ça, il a encore un peu travaillé dans les comics avec Jack Ooze, a fait des parodies de Star Wars avec John Hudgens, et aujourd'hui il est retourné dans le monde des bibliothèques, militant pour que les employés aient des horaires un peu plus décents. Comme quoi, ça l'avait vraiment marqué. Men in Black, c'est un comics, Men in Black, c'est un film, Men in Black, c'est le nom de l'organisation. Oui, parfois on s'emmerde pas. L'organisation Men in Black, que maintenant je vais appeler MIB parce que c'est un peu plus court, a vu le jour dans le milieu des années 50. Et non, ce n'est pas la peine de me demander si Carl Allen a été impliqué dans leur création. L'origine de cette organisation, elle est un peu bancale parce qu'on est là sur de l'emploi fictif. Oui, parce que le MIB, à la base, c'est une blague pour répondre à la supposée menace extraterrestre qui plane sur la Terre. Rapport au mec qui s'est craché à Roswell quelques années plus tôt. Est-ce qu'on pourra un jour s'attarder sur le nombre extravagant d'aliens qui sont capables de traverser l'espace sans aucun encombre, mais qui se plantent quand il s'agit de faire un créneau? Donc autant dire qu'à ce moment, c'est juste une poignée d'agents qui ne font pas grand-chose à part regarder le ciel. Sauf que tout se chamboule le 2 mars 1961, date à laquelle la blague rentre en contact avec de vrais extraterrestres. Ces extraterrestres, ce sont les Baltians, des réfugiés qui veulent faire de la Terre un asile pour tous les extraterrestres qui auraient dû fuir leur planète pour une raison ou l'autre. Le plus souvent suite à une invasion quelconque. En guise de réponse, les agents du MIB leur ont fourni des fleurs. Oh, et vous avez offert des fleurs au grand monsieur? Évidemment, ils ont accepté puisque les États-Unis sont reconnus pour être une terre d'accueil paisible, composée d'individus tous plus charmants les uns que les autres. On a donc l'entièreté du bureau du MIB, à savoir 7 personnes. Quand j'ai dit que c'était une blague, c'était pas des mots en l'air. Un astronome, qu'est-ce qu'il faisait là? Je sais pas. Et un type qui passait par là par hasard, et qui a un prénom commençant par un K, du genre Carl Allen, du genre Kevin Brown, qui va rejoindre le MIB maintenant que c'est une organisation de 8 membres. De là, les choses s'enchaînent. En 1964, les vaisseaux baltianiques, enfin de nos réfugiés, furent incorporés au New York State Pavilion, construit pour l'exposition universelle de New York. Ce qui me fait poser 2 questions. Premièrement, où est-ce que vous les avez planqués les 3 premières années? Et deuxièmement, vous allez me faire croire que personne n'a visité les soucoupes pour se dire « Tiens, c'est bizarre, il y a un tableau de bord dans la tour ». En fait, au contraire, c'est parfaitement sensé. Donc maintenant que l'organisation est un vrai truc, elle va se détacher des gouvernements pour être indépendante. Ça a dû la foutre mauvaise aux Américains, ça. Ils créent une organisation sous forme de blague, et une fois qu'elle devient rentable, elle prend son indépendance. Et rentable, elle va l'être. Car non seulement ils font office de police et de douane pour les extraterrestres qui veulent débarquer sur Terre, mais en plus, ils se financent en revendant la technologie alien. Par exemple, les micro-ondes, c'est extraterrestre. Le velcro et la liposuction aussi d'ailleurs. Le fait de ne pas avoir de patrie va permettre à l'agence de prendre une ampleur mondiale. Ainsi, si leur siège principal est à New York, on peut aussi trouver des succursales à Paris ou à Londres. Et sans doute aussi à plein d'autres endroits, mais ce sont les 2 seuls qui sont cités officiellement. Ces branches ont une zone qui leur est assignée, bien souvent le pays où elles se trouvent. Ce qui veut dire que l'agence du Luxembourg a beaucoup moins de travail que celle de Moscou. En plus de surveiller ce que font les extraterrestres dans leur secteur, les agents doivent aussi veiller à ce que les humains ne repèrent pas que leur voisin en est un. Voilà, là par exemple, c'est complètement foiré. Oh, vous voilà mort, je le crains. Là, c'est vachement mieux. Sauf que Sherlock Holmes, c'est pas un extraterrestre. En effet, mais c'est pas tant que ça un problème. Parce que si on connaît surtout les Ombres Noires pour leur histoire d'aliens cafards géants, il leur arrive aussi de s'occuper d'autres cas comme des mutants, des démons, des zombies, des loups-garous et autres joyeusetés. Ils ont eu combien de comics déjà pour faire tout ça?
lorsqu'un agent décide de rejoindre l'agence, ou plutôt lorsque l'agence décide qu'il doit la rejoindre, ce dernier doit couper tous les ponts avec son ancienne vie. Plus d'amis, plus d'amour, plus de famille, vous disparaissez du jour au lendemain. Ce qui pose énormément de soucis administratifs lorsqu'on décide de décrocher son incrédulité précédemment suspendue. Genre, comment ils peuvent avoir un domicile? Mais qu'on se rassure, leur vie leur sera rendue une fois arrivés à la retraite. Retraite que... je sais pas comment ils ont cotisé d'ailleurs. Je vais te poser une question. Pourquoi tu t'es joint au MIB? Qui dit organisation secrète traquant des extraterrestres et des démons, dit technologie adaptée, parce qu'ils vont pas se battre à coups de micro-ondes. S'ils se font appeler les hommes en noir, c'est que, bien entendu, ils possèdent un costume de la couleur susmentionné pour se fondre dans la masse façon homme d'affaires. Et quand je dis que le costume est noir, faut savoir que c'est jusqu'aux sous-vêtements. Je pourrais vous dire d'aller vérifier, mais ce sera à vos risques et périls. La seule autre couleur autorisée, c'est le blanc de la chemise. Et pour compléter le tout, on rajoute des lunettes Ray-Ban, qui font de toute façon plus cool sur eux que sur n'importe lequel d'entre vous. Qu'on se le dise. Mais le costume, hormis la classe qu'il donne aux agents, il a des capacités spéciales? Non, c'est juste un costume à la con. Il a une utilité par rapport à un autre gadget, mais sinon, c'est le costard que tu vas acheter en boutique. Oui, on aurait pu avoir un costume avec des fonctions qui permettent de se sortir de n'importe quelle situation, mais ça leur est jamais venu à l'idée. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment le smoking, c'est pour ça que j'ai mis des extraits. Cependant, si c'est là leur costume principal, même le dernier costume de leur vie, comme il le dit si bien dans le film... Le dernier costume de votre vie. Eh ben, c'est pas tellement vrai. Déjà parce qu'ils mettent à peu près ceux qu'ils veulent une fois qu'ils sont envoyés à la retraite, et ensuite, eh ben, ils ont d'autres costumes suivant les situations. On peut citer les tenues hazmat, au cas où la zone serait contaminée. Oui, il y a un code vestimentaire, mais s'il y a un risque de plus avoir besoin de lampe torche dans le noir, ça vaut pas vraiment le coup. Mais ils ont aussi des déguisements afin de pouvoir infiltrer des extraterrestres. C'est un peu le problème quand on a un costume identifiable, c'est qu'on vous repère de loin. Oublie le costume. D'accord, partenaire. Ils possèdent aussi des équipements beaucoup plus spécifiques. Ainsi, ils ont un costume qui résiste à la chaleur et à tout ce qui brûle en général. Par exemple, être plongé dans une cuve de métal en fusion ne semble pas tant que ça les déranger. La dernière combinaison connue est une tenue furtive qui leur vient cette fois-ci d'un extraterrestre. Pour être plus précis, c'est même utilisé par des assassins de l'espace. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire dessus, c'est juste une tenue furtive qui vous permet de devenir invisible tant au radar qu'à l'œil nu. Non mais je suis pas fou, il y a quand même pas mal de références à l'autre et son bateau là. La tenue a quand même la particularité de permettre à son utilisateur de choisir qui sera capable de le voir et même de l'entendre. Bien entendu, on ne peut pas parler des objets utilisés par les Men in Black sans mentionner le plus célèbre d'entre eux, le neurolaser, dont le nom officiel est repositionneur de synapse 0 à transmission neuronale électro-biomécanique, ou tout simplement flasher. Ce gadget existe en plusieurs versions, même si la plus commune est celle d'un cylindre avec une petite lumière rouge. Bleue. Non, rouge. Et moi, je t'assure que bleu. Eh bien, regarde par toi-même. De l'eau plate ou de l'eau du robinet? Et je maintiens. Ah merde. En fait, la couleur change à chaque film, passant de rouge à bleu pour terminer en cyan. Ok, je suis juste curieux de devoir connaître autant de choses sur le lore. Un avis sur l'ancien modèle? Quel ancien modèle? C'est bien ce qui me semblait. Comme toute technologie, avant d'être miniaturisée, il a fallu la construire à une plus grande échelle. En l'occurrence, ici en lui donnant la taille d'un IRM et demandant 3 personnes pour l'utiliser. Ce qui est, on va pas se mentir, vachement moins pratique. Pour l'utiliser, il faut placer le sujet à l'intérieur, le faire tourner à grande vitesse alors qu'il est bombardé de lumière qui, à ce moment-là, sont vertes. Avant de se plonger directement dans l'utilisation de ce gadget, il est bon de se pencher sur sa version comics parce qu'il existe également, mais à une forme bien différente, à savoir celle d'une lampe de poche, ce qui peut passer bien plus inaperçu, mais faut pas se planter. Très bien monsieur, je vais vous demander de regarder cette petite lampe et... Pardon, mais vous êtes malade, mes yeux, mes yeux! Mauvaise lampe. Mauvaise lampe. Il existe encore 2 flashers connus, mais qui pour le coup sont beaucoup plus grands. Dans un premier temps, on peut trouver le flasher posté dans la Statue de la Liberté et servant à flashouiller toute la ville de New York. Mais ce n'est pas le seul dans la Grande Pomme, puisque la pointe de l'Empire State Building est également un flasher. Ce neurolaser, il a 2 fonctions suivant le média où il est utilisé. Ou plus vite, une fonction s'est perdue en chemin lors du passage sur grand écran.
La petite lumière, peu importe sa couleur, va provoquer chez le sujet un état de transe dans lequel son esprit sera plus enclin à recevoir des suggestions, en plus d'effacer sa mémoire, plus ou moins immédiate. Ce que je veux dire par là, c'est que ça peut vous faire oublier les 2 dernières minutes ou l'entièreté de votre vie. Après ça, l'agent du MIB va vous raconter une petite histoire afin de combler le vide laissé dans votre mémoire. A noter que, dans le cas de l'Empire State Building ou de la Statue de la Liberté, personne ne raconte d'histoire. Mais ce n'était pas la seule application à l'origine, puisqu'en plus d'effacer votre mémoire, le neurolaser pouvait également affecter votre libre arbitre en vous hypnotisant purement et simplement, permettant ainsi aux agents d'obtenir des informations ou de demander à un sujet de faire telle ou telle action. S'il est souvent utilisé en mission pour faire oublier les extraterrestres ou péons de base, il l'est aussi pour les agents qui doivent prendre leur retraite, histoire de leur faire oublier toutes leurs années de service, tout en prétextant une sortie du coma ou un truc du genre. Déjà, ça va faire tellement de gens qui vont sortir d'un coma miraculeusement que ça va finir par en devenir suspicieux, mais en plus, vous êtes conscient qu'il est censé y avoir un dossier médical, des médecins, ce genre de choses. Je veux dire, on peut se rendre compte très très vite qu'en fait, ils n'ont jamais été dans aucun hôpital. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de savoir. Comme toutes les technologies du MIB, cette dernière vient des extraterrestres, mais possède la particularité de ne fonctionner que sur l'esprit humain, et non pas sur ceux des autres races venant de l'espace. Ce qui est sans doute dû au fait que le cerveau humain est tellement primitif qu'il est considéré comme une maladie par certaines races. Voilà, se faire traiter de maladie par des extraterrestres dont le plus grand fait est l'invention du velcro. Ça la fout mal. Les effets du neurolaser ne sont cependant pas irrémédiables, puisqu'il existe une machine dont le fonctionnement est défini comme étant très compliqué sans vraiment expliquer comment elle marche. Visiblement, c'est une machine de Rube Goldberg, et si vous ne savez pas ce qu'est une machine de Rube Goldberg, c'est une machine qui utilise un mécanisme complexe pour une action très simple, comme on a pu le voir dans de nombreux films. Ce principe a été popularisé par, je vous le donne dans le mille, le caricaturiste Rube Goldberg, et qui a donné une compétition annuelle dans l'Indiana depuis 1987. Cependant, le déneurolaser, il n'est pas magique non plus. D'une part, ses effets ne sont pas effectifs immédiatement, mais en plus, il permet de récupérer la mémoire de la dernière neurolasérisation. C'est pas un vrai mot, mais j'ai pas trouvé mieux. Si le sujet a été flashouillé 2 fois, la mémoire initiale sera perdue à jamais. Et enfin, pour terminer, le costume des Men in Black est influencé par le neurolaser. Les lunettes de soleil sont en réalité une protection contre ces effets, histoire que les agents utilisant directement la technologie ne soient pas impactés par ces effets, ce qui la foutrait mal. Mais le costume d'homme d'affaires est également là pour ne laisser qu'une vague image résiduelle dans la mémoire du sujet. Après tout, rien ne passe plus inaperçu que des salarymen à New York. L'agence, ce n'est pas qu'une organisation mondiale, ce n'est pas qu'un costume, c'est aussi les gens qui rentrent dedans. Si on peut en dénombrer plusieurs, que ce soit A, B, C, D et ainsi de suite jusqu'à Z, Si jamais on a besoin de moi, on me trouvera à l'intérieur. on peut surtout s'attarder sur les 2 agents de terrain principaux, K et J. D'ailleurs, vous pouvez noter que leur nom est composé d'une seule lettre, ce qui veut dire qu'il ne peut y avoir que 26 agents actifs en même temps à travers le monde. Après, certains ont gardé leur vrai nom, comme Gustave Eiffel. Oui, mais Gus Gus, on va pas en parler. Parce que déjà le fait de faire de lui le premier MIB, ça retconne un peu les origines, et en plus, on fait référence à lui comme étant l'agent E, comme Eiffel, alors que tous les autres reçoivent leurs lettres d'après leur prénom. Donc, vu que ça n'a pas de sens, on va faire comme s'il n'existait pas, et se recentrer sur les agents J et K. L'agent K, comme on l'a déjà dit, il s'appelle à la base Kevin Brown, et il a rejoint les MIB après s'être trompé de route, abandonnant par la même occasion sa future épouse avec qui il était déjà marié. Ne pose pas de questions, et utilisant la couverture du coma pour justifier sa disparition. Notons que la future épouse ne va visiblement pas chercher dans quel hôpital il se trouve. Comment vous pouvez savoir ça? Suite à ça, il va obtenir plusieurs missions aux ordres du chef A, qui finira par trahir l'agence dans l'espoir de s'en mettre plein les poches avec une technologie alien. Il aura également une aventure tant extraterrestre qu'extra-conjugale, et comme partenaire le futur chef Z et l'agent D avant de se tourner vers l'agent J, une fois que son partenaire sera sorti du coma. Ce qui l'amènera à sa première mission avec J et sa dernière dans l'agence contre Edgar. Il se fera alors neurolasérifier pour une retraite bien méritée auprès de sa future femme en intégrant le bureau de poste. Curieuse définition de la retraite.
avant de se faire déneurolasérifier pour rejoindre une nouvelle fois l'agence et potentiellement ne jamais la quitter. Oui, on est passé assez rapidement sur l'histoire de Kevin, mais il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire sur lui, si ce n'est qu'il a poursuivi des extraterrestres et sauvé le monde plus de fois que Bruce Willis, et surtout, il fallait laisser de la place pour parler de J. L'agent J, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils sont deux. Dans un premier temps, nous avons James Darrell Edward III, un jeune gars de New York, dont le père, James Darrell Edward Jr., travaillait à Cap Canaveral avant de disparaître dans des circonstances étranges. En tout cas, James en a pas souvenir. En grandissant, il rejoint les forces de l'ordre où il se frottera à un extraterrestre, ce qui attirera un certain K. Il se fera alors flasher avant d'être embauché, une technique de recrutement qui m'échappe un peu. Il rejoint ainsi l'agence en prenant le nom de J pour affronter le terrible Edgar, avant de sauter de partenaire en partenaire jusqu'au retour de K et sa disparition pure et simple. Parce que K va mourir dans le passé suite à un voyage dans le temps, ce qui fait qu'il n'existe plus dans le présent, ce qui va affecter l'entièreté du MIB, sauf l'agent J qui va se souvenir de tout. Mais on va pas rentrer dans les histoires de voyage dans le temps, c'est toujours un bordel. D'ailleurs, c'est pas impossible qu'on en reparle d'ici quelques temps. Clin d'œil, clin d'œil. Les voyages dans le temps, ça n'existe pas. Tout ce qui résulte de ce voyage dans le temps, c'est que J va retourner lui aussi dans le passé et découvrir que son père a été tué par un extraterrestre devant ses yeux avant de se faire flasher par un jeune agent K. Ce qui fait que, d'après la règle énoncée plus tôt, cette double neuro-lasérification l'empêchera d'avoir les souvenirs de son père jusqu'à la fin de ses jours. J'y avais jamais pensé à celle-là. Mais l'autre agent J, c'est celui des comics, qui est bien différent. Puisqu'on n'a pas un J afro-américain, mais un J blondinet aux yeux bleus. Ce qui fait qu'on peut rajouter ce personnage à la longue liste des personnages de fiction qui ont changé de couleur de peau, et dont tout le monde se fout. Ah oui, et on n'a aussi absolument aucune idée de son vrai nom. Il est également agent de police comme son homologue cinématographique, mais bosse plus précisément pour la DEA, voulant stopper le trafic de drogue Bezek. Une drogue, vous vous en doutez, extraterrestre. Sinon, ce n'est pas drôle. C'est toujours la même histoire. Après une première opération, il se fera repérer par le chef Z qui décide de le recruter. Oui, c'est K qui va s'occuper du recrutement, mais c'est bien Z qui est intéressé par le flic. K fait alors une entrée fracassante lors de l'opération suivante et embarque de force J en le flashant, alors que ce dernier était moyen chaud de monter dans sa voiture. Le cas des comics n'est pas vraiment développé, un peu comme tout le reste d'ailleurs, mais la grosse différence qu'il y a entre les deux versions, c'est que le cas de papier est quand même vachement plus un connard, et les méthodes plutôt expéditives ne plairont pas à son nouveau partenaire. Ce qui fera qu'après les quelques opérations qu'ils feront ensemble, le comics se terminera par un K félicitant J après avoir tué un démon, tué un Man in Black comme moi, ce à quoi J répondra « Oui, je suis un Man in Black, mais je ne suis pas comme toi. » C'était très intéressant, mais t'as pas peur de t'attirer des ennuis maintenant que t'as mis tout le monde au courant? Hein? Oh, attends, j'ai la solution. Alors, vous allez regarder cette petite lumière. Encore la mauvaise lampe. Et merde! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite. C'était le Grim Squeaker pour vous servir.